proud of riding on a pony, stuck a feather in his cap and called it macaroni. L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons laissé les Juifs américains en 1880 à peu près, époque où la communauté fait environ 250 000 personnes dans un pays qui dépasse les 40 millions d'habitants. Et ces 250 000 personnes sont pour la plupart, pas uniquement, mais largement, très largement même, d'origine allemande. À partir de 1880, les choses vont changer. Dès 1881-82, une foule considérable de Juifs russes et polonais, la Pologne appartenant à l'Empire russe, demande l'autorisation d'immigrer aux États-Unis et donc arrive essentiellement à Ellis Island, au port de New York, où les immigrés qui descendent des bateaux sont parqués en attendant d'être reçus aux États-Unis et de passer les formalités douanières. Alors pourquoi cet énorme afflux de Juifs russes et polonais ? Tout simplement à cause de l'antisémitisme qui règne en Russie à la suite de l'assassinat du tsar Alexandre II. Des pogroms ont lieu partout, puisque parmi les assassins du tsar, on trouve quelques personnes d'origine juive, minoritaires, mais quand même quelques-uns. Et donc l'antisémitisme se déchaîne et le nouveau tsar, Alexandre III, déteste les juifs. Donc ceux-ci, face au pogrom, soit baissent la tête, soit émigrent. Ça sera le début de l'immigration également vers la Palestine, mais également vers l'Europe occidentale, mais surtout partent aux États-Unis où les portes sont grandes ouvertes à l'immigration. Entre 1880-81 et 1900 à peu près, il y aura 900 000 Juifs qui vont arriver aux États-Unis, et puis entre 1903 et 1914, à peu près 1 500 000 supplémentaires, ce qui fait près de 2,5 millions de Juifs qui vont débarquer. Ces Juifs très nombreux sont très différents des Juifs allemands. Ils parlent le yiddish, même si le yiddish est relativement proche de l'allemand, c'est quand même une langue différente, et ils sont orthodoxes. Ils sont vraiment les représentants du Yiddishland, et leur religion n'est pas réformée, ni même conservatrice, c'est une religion strictement orthodoxe. Et ils vont s'entasser très largement à New York, une fois franchis donc les barrières administratives et douanières, et s'installer dans le East Side, le Lower East Side essentiellement, où ils vont travailler très dur, notamment dans l'industrie textile, d'abord comme ouvriers, et puis ensuite pour ceux qui peuvent comme patrons textiles ou boutiquiers. Et on voit toute cette vie juive marquée par le yiddish dans des films, comme par exemple Hester Street, Hester Street étant une des rues principale où ces juifs s'entassent, il n'y a pas d'autre terme, dans des immeubles qui ressemblent pour beaucoup à des taudis et qui sont souvent également ce qu'on peut appeler des sweatshops, des endroits, des ateliers où l'on sue beaucoup à essayer de gagner sa vie. Donc New York devient à ce moment-là le centre de la vie juive. On avait vu qu'avant la principale ville juive aux États-Unis était plutôt Cincinnati. Là c'est New York, même si beaucoup de juifs, grâce à la promotion sociale, vont pouvoir quitter New York et s'installer dans d'autres villes, essentiellement les villes de la côte Est, Boston, Baltimore, Philadelphie, ou du Middle West comme Chicago, où on comptera 55 000 juifs environ
avant la guerre de 14, au moment de la guerre de 14, Chicago, Saint-Louis, pas encore réellement la côte ouest, où les communautés viendront à San Francisco et à Los Angeles dans les années 1920 plutôt. Mais là, cette vie juive, donc, est très différente, on l'a dit, de celle des juifs allemands, qui n'apprécient pas trop, du reste, l'arrivée de ces nouveaux immigrants. Et ces nouveaux immigrants, non seulement parlent yiddish, mais sont donc orthodoxes, créent une union orthodoxe pour bien marquer avec un tampon U, pour bien marquer les produits de la cacheroute. Mais comme je le disais, ou je le laissais entendre, certains vont s'évader peu à peu de ce milieu orthodoxe et vont constituer les troupes du mouvement conservateur, qui est pas loin de l'orthodoxie sur la plupart des plans, contrairement aux libéraux, les conservatifs américains parlent hébreu à la synagogue, respectent la cacheroute, mais, à la différence des orthodoxes, acceptent la mixité et donnent aux femmes une place beaucoup plus grande que les juifs venus qui pratiquent les règles du shtetl. Donc, on a là une diversité religieuse et puis une diversité sociale importante, puisque très vite, des juifs vont réussir. On va les trouver, avant le 14 même, dans la banque. Les Lehman Brothers, les Guggenheim vont monter dans la hiérarchie sociale. Les Strauss vont créer les magasins Macy's. Et on va trouver, dès avant 14, des juifs dans la vie politique. Un des frères Strauss va cesser de s'occuper des magasins à New York pour devenir secrétaire au travail et au commerce de Theodore Roosevelt, Oscar Strauss, et puis de Taft d'ailleurs, qui lui succédera, entre 1906 et 1909. Donc on a là les signes très nets d'une promotion sociale, et on commence à voir les juifs présents dans les secteurs dynamiques de la vie américaine, et pas uniquement dans les couches sociales modestes. Et cette ascension va se poursuivre après 1914.